Donc pour moi, dans le cerveau, c'est une masse de protéines et de lipides très organisée. Je crois que c'est ça qui fait l'intérêt de l'objet. On compare souvent le cerveau à une machine. C'est vrai dans un sens, puisque c'est un assemblage d'une quantité considérable de molécules qui sont organisées en cellules, en neurones, en cellules gliales, etc. Mais il y a des niveaux d'organisation qui vont depuis la synapse jusqu'au réseau, et ça t'en parlera, j'imagine, après. Mais il y a quand même quelque chose de fondamentalement différent entre un cerveau et une machine, c'est que le cerveau est quelque chose d'extrêmement plastique, qui s'adapte en permanence. Je crois que c'est un des secrets du fonctionnement de cette chose qu'on a à l'intérieur du crâne, c'est son adaptabilité permanente à l'environnement. Donc une grosse gelée pleine de protéines et de lipides, mais très organisée, et avec une organisation très plastique au cours du temps. Oui, très organisé, c'est quoi exactement? Très organisée parce qu'on a des centaines de millions de milliards de neurones à l'intérieur, de cellules. Ces cellules, donc, c'est des choses qui sont très organisées, avec un corps cellulaire, des dendrites, des axones, une morphologie très particulière. Et puis à l'intérieur de ces cellules, des régions qui sont elles-mêmes très organisées, donc des protéines qui ne sont pas du tout disposées au hasard, qui sont disposées de manière très organisée, un peu comme un mécano extraordinairement complexe, avec en plus la capacité de changer de forme et de changer d'organisation en permanence en réponse aux stimuli de l'environnement. Donc je crois que c'est ça qui fait un peu l'unicité de l'organe. Vous avez un point de vue légèrement différent ou pas? Pas vraiment, c'est vrai qu'en tant qu'expérimentaliste, l'image de gel est un peu ce qui vient à l'esprit, quoi, parce qu'au niveau physique, le contact qu'on en a, c'est vraiment une espèce de gelée avec beaucoup de gras, puisque il y a beaucoup de cellules, donc elles ont leur enveloppe qui est faite avec des lipides. Et sinon, c'est quelque chose qui nous dépasse tout de suite par le nombre, parce que c'est vrai que le problème auquel on est confronté quand on essaie de comprendre ce que c'est et comment ça fonctionne, c'est le nombre énorme de constituants, et donc on est, je dirais, perdu tout de suite, parce que je pense qu'aujourd'hui on ne comprend pas du tout comment fonctionne un cerveau, et je pense que c'est à cause de ce nombre d'éléments énormes qui interagissent dans tous les sens, et dont on a beaucoup de mal à capturer la logique de fonctionnement. Je pense que c'est aussi du point de vue de la compréhension qu'on en a, c'est surtout une somme de, je dirais presque plus de théorie que de connaissances. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de théories, on a des idées sur la façon dont ça fonctionne, mais quand on regarde les bases expérimentales, les fondements de ces théories, on se rend compte que il y a encore de la marge pour que ça change du tout au tout dans le futur, parce que assez souvent, les bases de nos connaissances sur le cerveau, je pense, ne sont pas très solides aujourd'hui. Vous pensez qu'elles sont assez faibles encore aujourd'hui? Oui, je pense qu'il y a des questions absolument fondamentales sur le fonctionnement qui ne sont pas du tout résolues et qui sont vraiment à l'état d'hypothèse et qui sont souvent présentées dans les manuels ou à l'école comme des connaissances, alors qu'en fait ce sont essentiellement des hypothèses et qui reposent sur des bases qui restent vraiment à établir. Vous pensez aussi qu'on en est qu'au commencement de la connaissance? Oui, oui, tout à fait. Je pense qu'il y a encore des dizaines, si ce n'est plus, d'années de recherche avant de commencer à y comprendre quelque chose. Moi, j'aime bien comparer la connaissance qu'on a du cerveau à celui de la connaissance qu'on aurait du fonctionnement d'une maison ou d'un immeuble. Je pense qu'on en est aujourd'hui à connaître les briques élémentaires. On sait à peu près effectivement les parpaings, comment est-ce qu'ils sont faits, de quelle matière est-ce qu'ils sont faits. On connaît quand même assez bien maintenant toutes les molécules qui composent le cerveau. Tous les gènes quasiment sont caractérisés, donc les protéines qui en découlent sont connues. Au niveau de ces assemblages macromoléculaires, on commence à avoir une assez bonne idée de comment est-ce que ces protéines vont interagir entre elles. Et puis alors quand on passe au niveau de la cellule, ça commence à être un petit peu plus flou, même si ce qu'on appelle la biologie cellulaire du neurone ou des cellules gliales, c'est-à-dire comment est-ce qu'une cellule fonctionne, c'est finalement des règles de fonctionnement qui sont assez proches de celles des autres cellules du corps. Donc il y a une masse de connaissances depuis le développement de la biologie cellulaire il y a une trentaine d'années qui est très important. Donc les règles de fonctionnement d'une cellule individuelle, on la connaît bien.
relativement bien, on va dire. Et puis après, il y a un grand saut dans l'inconnu, c'est quand on passe au niveau du réseau, effectivement, puisque c'est la caractéristique du cerveau, c'est tous ces réseaux de neurones. Et comment est-ce que ces réseaux fonctionnent, et surtout quelle est la relation entre leur fonctionnement et leur fonction, qui est celui de traiter l'information extérieure. Ça, je crois qu'on en sait très peu de choses. Moi, je suis toujours frappé de voir à quel point on ne sait pas où est stockée la mémoire, par exemple. Ça peut paraître une question simple et bête, qu'on devrait savoir quand même depuis le temps que les gens travaillent. Eh bien non. Il me semble qu'on ne sait pas. Oui, tout à fait. Et c'est vrai que je disais qu'on ne savait pas grand-chose, on a énormément de connaissances, énormément de connaissances factuelles, expérimentales, mais c'est au niveau de la compréhension qu'on a beaucoup de mal. De savoir comment c'est organisé et comment effectivement ça peut remplir ses fonctions, je pense qu'on est vraiment très très loin de la compréhension. Effectivement, on parlait à l'instant d'un exemple d'un patient qui a été identifié récemment, qui avait une vie tout à fait normale, et dont on s'est aperçu au cours d'un examen médical qu'en fait il n'avait pas de cortex, c'est-à-dire il lui manquait la plus grande partie de ce qui est censé être la partie la plus évoluée du cerveau, qui est censée distinguer l'homme de tout le reste. Et donc voilà, il y a des choses comme ça de temps en temps, des exemples qui interpellent en disant bon, bah, on a un tas de théories sur la façon dont ces choses-là sont censées être organisées, puis on se rend compte tout d'un coup que ça peut être complètement différent. Alors bon, il s'agit bien évidemment d'un exemple particulier qui illustre au moins autant la plasticité du cerveau et sa capacité à s'adapter à même le manque de la moitié de ce qu'il a normalement. Mais c'est quand même une question qui n'est toujours pas résolue et qui traîne depuis vraiment très très longtemps, de savoir s'il y a des régions spécialisées dans le cerveau ou est-ce que c'est un tout qui fonctionne comme un tout et que sa fonction est proportionnelle à la quantité, qui en enlève la moitié. Est-ce qu'on perd des fonctions globales ou est-ce qu'on perd juste des fonctions qui sont liées à ces endroits-là? C'est des questions qui sont encore largement débattues. Je pense que c'est une bonne illustration de l'écart qu'il y a entre les connaissances factuelles ou expérimentales qu'on a et la théorie qu'on peut en retirer. Il y a eu une approche expérimentale qui a montré qu'effectivement, si on enregistre l'activité des neurones dans des parties très localisées du cerveau, on peut réussir à enregistrer des neurones qui répondent à des signaux très spécialisés, des neurones qui répondent qu'au mouvement d'une barre dans une certaine direction, et puis si ça va dans une autre direction, ce sera une autre barre, enfin un autre groupe de neurones. Et donc, à partir de là, on a tiré des théories en disant, ben voilà, le cerveau, il est vachement organisé, il y a chaque petite région qui va traiter sa petite part d'information, et puis il va y avoir d'autres régions qui vont synthétiser tout ça. Mais on se rend compte en fait qu'on peut avoir... il y a en même temps tout un tas de résultats expérimentaux et scientifiques qui montrent que c'est beaucoup plus compliqué que ça, que la petite région qui répond à un truc particulier, elle fait aussi un tas d'autres choses, elle a aussi un rôle global, elle a aussi un rôle, c'est pas seulement un récepteur, mais c'est aussi quelque chose qui prédit ce qui va se passer, enfin qui, en fonction de ce que le reste du cerveau fabrique, est tout à fait proactif dans sa fonction qu'on pourrait appeler sensorielle. Et donc voilà, je pense qu'on voit bien l'écart énorme entre des connaissances qu'on a et des théories qu'on en tire qui sont, elles, moins solides. Je crois si je peux ajouter quelque chose, je crois qu'il y a 2 points qui sont importants là pour comprendre l'étendue de notre incompréhension. C'est que, bon, d'une part, on a eu tendance, on a encore tendance à avoir une vision anthropomorphique du fonctionnement du cerveau, c'est-à-dire d'essayer d'expliquer le fonctionnement du cerveau avec les sensations qu'on a. Et moi, il y a un exemple qui m'a toujours frappé, c'est celui du traitement de l'information visuelle. On a une vision de notre espace qui est très précise, je vous reconnais en tant qu'individu, etc. On a une certaine sensation de son environnement à travers cette vision. Et en fait, on se rend compte, avec la compréhension meilleure qu'on a maintenant du fonctionnement du système visuel, que la façon dont est analysée cette information visuelle par le cerveau est extrêmement différente. Il y a un découpage, on voit d'abord des taches, des masses de couleurs, puis des lignes horizontales, des lignes verticales. Et donc si on regarde ce que représente le cerveau dans une image, ça n'a que très peu de rapport
avec l'analyse consciente qu'on peut faire d'une image. Et donc j'ai un peu l'impression qu'avec tout l'ensemble des grandes fonctions du cerveau, ça va probablement être un petit peu comme ça, c'est-à-dire que le cerveau a des modes de fonctionnement qui ne sont pas ceux qu'on peut imaginer. Donc d'où la difficulté de compréhension. Ensuite, l'autre aspect qui est celui sur la question que vous posiez tout à l'heure sur les aires identifiées, ce qu'il faut bien voir, c'est l'exemple d'ailleurs que tu as cité, c'est la plasticité considérable de ce cerveau. On dit souvent, dans la croyance populaire, ah ben on n'utilise que 10% de son cerveau. Ça veut dire quoi ça veut dire simplement qu'à un instant donné, effectivement, toutes les cellules neuronales ne sont pas actives. Il y en a simplement une petite fraction qui est active. Parce qu'effectivement, d'autres peuvent prendre le relais. Et on sait très bien qu'en cas d'accident, en cas de lésion du système nerveux, en cas d'AVC, je crois que vous avez parlé de ça précédemment, effectivement, eh bien, après, avec de la rééducation, on peut relocaliser entièrement une fonction cérébrale. Alors on ne sait pas où exactement, parce qu'en général... C'est pas une fatalité en fait, on peut reconstruire. C'est pas forcément une fatalité, et certainement d'ailleurs, enfin, il y a beaucoup de travaux en ce moment là-dessus, il est probable qu'on trouve des moyens d'aider cette plasticité pour peut-être remettre le cerveau dans un état un peu plus plastique que chez un adulte, pour le permettre de se réorienter. Ça, c'est des travaux qui sont en particulier, qui avancent beaucoup sur la reconstruction des fonctions motrices, par exemple, suite à des lésions de la moelle épinière, par exemple, etc., où on peut mettre des molécules, des facteurs de croissance, etc., qui vont permettre de replastifier le cerveau pour pouvoir réapprendre comme ça des fonctions en cas de déficit. Alors l'état des connaissances sur ces maladies neurodégénératives est encore très très faible. On sait très très peu de choses, on ne connaît pas les mécanismes, on ne connaît pas l'origine. Même sur des maladies entre guillemets simples, telles que des maladies génétiques où on connaît parfaitement le gène qui est affecté, comme la maladie de Huntington par exemple, on ne connaît pas le mécanisme. Donc dans le cas de ces maladies génétiques, on pourrait imaginer faire de la thérapie génique, même si on ne sait pas le faire encore. Il est possible que ce soit quelque chose qui se fasse. Dans le cas de la maladie d'Alzheimer, on n'en connaît absolument pas l'origine. Donc pour l'instant, on est vraiment simplement dans essayer de trouver des traitements symptomatiques. En plus, ces maladies neurodégénératives, contrairement à des traumas ponctuels qui vont détruire une zone du cerveau, sont des maladies qui ont tendance à affecter l'ensemble des cellules nerveuses, même s'il y a des cellules plus sensibles que d'autres. Donc les traitements vont être un petit peu différents. Là, on va plutôt essayer d'avoir un traitement pharmacologique qui va aller cibler l'enzyme ou le récepteur ou la molécule qui est affectée dans cette maladie, même s'ils ne sont pas identifiés encore. Oui, je pense qu'on peut retrouver dans la recherche sur les maladies neurodégénératives et sur les pathologies un peu le même problème que ce qu'on a pour la compréhension générale du cerveau et pour la façon dont on l'étudie. Il y a plusieurs niveaux d'études. Il y a les niveaux moléculaires, cellulaires, les niveaux de réseau, et donc, qui sont des approches complètement différentes et qui convergeront peut-être un jour. Mais on voit bien, effectivement, il y a beaucoup de recherches médicales sur la façon les bases des maladies neurodégénératives ont un aspect biologique, cellulaire et moléculaire de façon évidente, mais en même temps, on ne connaît encore pas du tout, en tout cas très mal, la façon dont ça se transforme en maladie globale, en troubles cognitifs. Il y a l'air d'y avoir un aspect assez intéressant de ces réseaux, qui est qu'une espèce de point commun, j'ai l'impression, d'énormément de maladies et les troubles de type épileptique. Un réseau, c'est quelque chose en équilibre entre des cellules qui vont exciter d'autres cellules, d'autres qui vont les inhiber. Et quand il y a des cellules qui sont capables de s'exciter entre elles, dès que cet équilibre qui est censé maintenir un fonctionnement normal est rompu, on a très vite un réseau qui se met à avoir un comportement anormal. Alors, un des signes extrêmes qu'il peut avoir, c'est l'épilepsie, où tous les neurones se mettent à décharger en même temps. Mais on peut à la fois, on peut rapidement basculer d'un aspect moléculaire et cellulaire à un aspect de réseau qui est certainement aussi important, qui est vraiment le pendant biologique du fonctionnement du cerveau et du fonctionnement cognitif, et qui voilà, il y a vraiment ces deux niveaux d'études qui pour l'instant ont du mal à converger.
Je pense C'est quoi le plus je petit pense qu'il va y réseau? avoir d'assez gros débats sur la question à venir, parce que si par exemple, enfin sur l'idée de ce que c'est qu'un réseau et de ce que c'est que la mise en jeu d'un réseau dans une fonction cognitive, vous avez aujourd'hui un discours qui est largement dominant et un autre qui, à mon avis, va lui poser un problème. Si vous regardez les gens qui font de l'imagerie cérébrale, par exemple, ils ont une vision très modulaire du cerveau en disant, bon voilà, pour telle tâche cognitive, on va voir telle région du cerveau qui va s'activer. Si vous faites de l'électrophysiologie, vous ne voyez pas ça du tout. Quand vous enregistrez l'activité des neurones dans une région, vous voyez des changements dans les patrons d'activité, mais vous n'avez absolument pas du tout la vision d'une région qui s'éveille avec des neurones qui sont plus actifs ou moins actifs selon les tâches cognitives qui sont demandées. Et donc voilà, il y a un problème d'interprétation directe des résultats expérimentaux qui est on regarde quelque chose, mais est-ce qu'on est sûr de ce qu'on regarde? Est-ce que quand on fait de l'imagerie cérébrale, c'est vraiment l'activité neuronale qu'on regarde ou c'est quelque chose qui est relié mais pas forcément de façon directe? Et donc voilà, même de savoir ce que représente l'implication d'une partie du cerveau dans une fonction cognitive, c'est quelque chose qui n'est pas clair et pas établi du tout. Oui. Pardon. Oui, moi je voudrais revenir là sur un point peut-être qu'on n'a pas tout à fait assez évoqué, peut-être que dont le public n'a pas assez conscience pour comprendre le fonctionnement du cerveau, c'est son adaptabilité, sa plasticité permanente. Il faut bien, enfin ma vision en tout cas du cerveau, c'est que c'est une boîte noire effectivement, qui a une fonction d'entrée-sortie, qui a pour rôle principal d'optimiser notre réponse à l'environnement, puisqu'après tout, le cerveau a été évolué au cours de l'évolution pour nous permettre de survivre dans notre environnement hostile. Et donc, je ne sais pas si c'est l'achèvement ultime, certainement pas, mais en tout cas, c'est un achèvement assez réussi d'un système qui permet de nous adapter en permanence à notre environnement qui change de la meilleure manière possible. Et donc le cerveau, on le voit au niveau moléculaire, on le voit au niveau du réseau, on le voit au niveau du fonctionnement général, et en permanence, du matin au soir et la nuit y compris, en train de comparer les informations qui viennent de l'extérieur et les sorties qu'on peut en faire au niveau moteur ou autre, pour s'adapter au mieux. Et donc, quand il y a un trauma ou quand il y a une maladie neurodégénérative, il fait exactement la même chose. Et il y a, par exemple, dans le cadre d'une maladie neurodégénérative comme Alzheimer, ce dont on s'est rendu compte, c'est que quand les premiers troubles apparaissent effectivement, en fait, la maladie, même les premiers troubles cognitifs, la maladie est déjà présente depuis bien longtemps et les atteintes neuronales sont déjà présentes depuis plus d'une dizaine d'années sans que ça ait été détecté, parce que le cerveau a compensé, et c'est là qu'on parle d'ailleurs de tout l'intérêt des activités intellectuelles, puisque plus on a d'activités intellectuelles, plus le cerveau est habitué à être plastique, et plus on est capable de compenser comme ça ses morts neuronales et ses déficits. Et donc un point qui paraît relativement important, c'est effectivement de pouvoir détecter au plus tôt ce qui se passe au niveau moléculaire pour pouvoir aider le cerveau à compenser et prolonger comme ça notre période de bon fonctionnement. Alors, le cerveau, c'est un muscle. C'est comme un muscle. Enfin, si je dis ça, on va me taper dessus, mais quand même, c'est pas un muscle au sens propre, mais au sens figuré, c'est un muscle. C'est vraiment, le cerveau, c'est vraiment quelque chose qui s'entraîne. C'est un organe qui s'entraîne. N'importe qui a passé des périodes de travail intense vous dira que quand on a une période de travail intense, après quelques mois, eh ben, le cerveau fonctionne mieux. On peut améliorer sa mémoire d'un très grand facteur en l'entraînant, etc. Donc l'activité intellectuelle a un très gros impact sur le fonctionnement du cerveau, ça c'est une certitude. Donc, comme tu disais tout à l'heure, le cerveau, c'est énormément de cellules de manière assez compacte. Donc les cellules, c'est fait avec une membrane, et les membranes des cellules, ce sont des lipides. Et il se trouve que les membranes des cellules du cerveau sont très riches en cholestérol. C'est du bon cholestérol, entre guillemets. Il y a une quantité importante de cholestérol dans le cerveau, et d'ailleurs il y a un certain nombre d'études qui suggèrent qu'effectivement la quantité de cholestérol dans le cerveau est un important régulateur de sa fonction. C'est le bon cholestérol, pas le mauvais qui se met dans les artères. Donc effectivement, le cerveau est très gras.
effectivement. Et puis par ailleurs, les protéines, ce sont tous les récepteurs, toutes les enzymes, etc., qui permettent aux cellules de fonctionner. Oui, une cellule, c'est une espèce de bulle de gras en fait. Et ce gras, il fait une bulle vide. Enfin, pas vide, mais c'est effectivement une membrane qui est étanche. Et à l'intérieur, il y a du liquide qui est le milieu intracellulaire. À l'extérieur, il y a le liquide extracellulaire. Et entre les deux, il y a tout un tas de protéines qui forment des pores ou qui sont des moyens d'interagir entre l'intérieur et l'extérieur. Et justement, de faire passer des messages ou des molécules à travers cette membrane qui distingue, qui sépare l'intérieur de l'extérieur. Chaque neurone communique avec des centaines, des milliers de voisins qui peuvent être assez distants, qui peuvent être assez loin, qui peuvent être à plusieurs centimètres, puisqu'un neurone, en gros, il est composé de 3 grandes parties. D'une part, ce qu'on appelle un arbre dendritique, qui reçoit des connexions des autres neurones. Ensuite, un corps cellulaire qui va intégrer toutes les informations qui proviennent de ces autres cellules. Et puis ensuite, un axone qui va, lui, aller contacter d'autres cellules à distance. Donc un neurone, en fait, reçoit des milliers d'informations des autres cellules, les traite, les intègre, il reçoit des informations positives, négatives, et en fonction, il va aller déclencher ou non un potentiel d'action qui va aller activer lui-même à son tour des milliers, des dizaines de milliers d'autres cellules. Donc la connexion entre neurones est quelque chose d'extrêmement important pour ce transfert d'informations. Et cette connexion, elle se fait au niveau d'une jonction spécialisée qui s'appelle une synapse. Et donc des synapses, on en a à peu près 1000 fois plus, 10 000 fois que de neurones. Donc je vous ai parlé tout à l'heure de millions de milliards de neurones. Et bien donc il y a des milliers de millions de milliards de synapses dans le cerveau, ce qui vous explique que les nombres sont effectivement extrêmement importants. Et quand on considère que chacune de ces synapses, qui est une toute petite structure, qui fait moins d'un micron, qui ne comporte pas énormément de protéines, ça comporte quelques dizaines de milliers de protéines, donc ce sont là des petits nombres, entre guillemets, mais avec une organisation qui est très précise et qui est en même temps très plastique, même au niveau d'une seule de ces synapses. Et donc cette transmission d'informations entre deux neurones, qui se fait au niveau de ces petits organes, peut déjà, dès le niveau de communication entre deux neurones, être contrôlé, être plastique. Et donc après, effectivement, quand on passe au niveau du réseau, ça rajoute une complexité encore plus importante. On parlait à une époque de la loi du tout ou rien au niveau d'un neurone, c'est toujours le cas? Non, non, je dirais que enfin, oui et non, le nom est peut-être un peu trop fort. Qu'est-ce que c'est déjà peut-être cette loi du tout ou rien? Donc la loi du tout ou rien, c'est la loi qui reste vraie, suivant laquelle un neurone propage de l'information à l'aide d'un potentiel d'action, et ces potentiels d'action sont des phénomènes autorégénératifs qui effectivement se déclenchent en tout ou rien. C'est-à-dire, soit il y a un potentiel d'action, soit il n'y en a pas. Donc ça, cette loi-là est exacte. Par contre, là où il faut la moduler fortement, c'est les mécanismes de contrôle de ces potentiels d'action et le mécanisme de déclenchement de ces potentiels d'action sont, eux, extrêmement graduels, avec toute une palette de régulation extrêmement importante. Donc, en fait, même si cette sortie en tout ou rien, la loi reste vraie, elle est fortement modulée par le fait qu'il y a une gradation considérable dans sa régulation. Et donc là, je crois que c'est intéressant, je vais passer la parole à mon collègue, parce qu'on rentre après dans l'établissement du réseau et donc le fonctionnement des neurones qui ne fonctionnent jamais seuls, qui fonctionnent toujours avec leurs voisins. Oui, je pense qu'effectivement, là, on a cette histoire de tout ou rien. Je pense que quand on parle du fonctionnement d'un neurone, la façon dont il intègre les signaux qui l'entourent, effectivement, on a quelque chose qui est tout à fait graduel. Mais aujourd'hui, la théorie de représentation de l'information est quand même largement fondée sur le tout ou rien. C'est-à-dire qu'on considère vraiment que une information, un concept, je ne sais pas quoi, dans le cerveau est représenté par la décharge simultanée d'un certain nombre de neurones qui forment une identité, dont l'ensemble forme l'identité qui correspond à une idée, une représentation mentale. Et vraiment, vraiment la théorie aujourd'hui, c'est que c'est la décharge de potentiel d'action par ces neurones qui représente cette information. Le fait qu'ils soient actifs, qu'ils émettent ces potentiels d'action qui sont tout ou rien, de façon simultanée.
Donc je pense qu'au niveau de la représentation de l'information, on est vraiment dans une histoire de tout ou rien, même si tout ça se fait évidemment dans le temps. Il y a une dynamique, donc ces potentiels d'action, ils sont émis, qui sont des choses qui concernent des neurones individuels, mais ils sont coordonnés dans le temps par des activités plus globales, qui elles sont issues des signaux synaptiques, des courants synaptiques qui forment des oscillations, toute forme d'oscillation à différentes échelles de temps dans le cerveau. Et on pense que l'information est représentée aussi en fonction du moment précis où arrivent ces potentiels d'action par rapport à ces oscillations globales. Et donc là, on est effectivement dans un mélange de tout ou rien qui est le potentiel d'action avec quelque chose qui est là par contre complètement graduel et complètement modulaire. Peut-être débattre un petit peu, parce qu'effectivement, il y a cette idée que le codage de l'information passe à travers les potentiels d'action, le nombre de potentiels d'action, leur fréquence, etc., qui sont effectivement des choses qui fonctionnent en tout ou rien. Mais il y a une autre vision, celle du synaptologue que je suis, qui est de dire, mais en fait, l'information, elle va être codée non pas dans ce potentiel d'action, qui ne serait que le mécanisme de lecture, alors que le stockage lui-même de l'information est dans la force des synapses, et donc qui sont des choses très graduelles, au contraire, puisque la force, ce qu'on appelle la force des synapses, c'est quand on envoie un signal d'une cellule présynaptique, elle transmet son information aux neurones qu'elle contacte, et en fonction de l'efficacité de cette transmission, on appelle ça la force synaptique. Et cette force synaptique, pour chaque synapse, c'est quelque chose qui est très graduel, très continu, même si le déclenchement du potentiel d'action par la cellule receveuse est en tout ou rien. Donc j'aimerais bien avoir ton avis sur cette différence de vue, même si la réalité est probablement la même derrière, du stockage de l'information, soit effectivement à travers cette efficacité de connexion synaptique, ou à travers les potentiels d'action et leurs fréquences. Je pense qu'on est en fait tout à fait d'accord sur la question. Parce que, comme je le disais, donc, il y a ces neurones individuels qui font des potentiels d'action, mais la représentation de l'information, c'est vraiment l'ensemble des neurones qui vont simultanément être actifs. Et pour que ces neurones soient simultanément actifs, il faut qu'ils communiquent, il faut qu'ils soient interconnectés, et ils le sont par des synapses. Et donc, le grand modèle actuel sur le fonctionnement, la représentation de l'information et son stockage, c'est effectivement, il tient dans cette histoire de plasticité synaptique avec des neurones qui sont connectés entre eux et qui, quand ils sont actifs de façon simultanée, parce que, par exemple, je sais pas, vous prenez l'image d'un brin d'herbe, vous avez des neurones qui vont répondre spécifiquement à la forme qu'a un brin d'herbe, il y a des neurones qui vont répondre spécifiquement à la couleur verte du brin d'herbe, d'autres à l'odeur de l'herbe, et donc, en présence d'un brin d'herbe, vous allez avoir ces trois types de neurones qui vont être actifs simultanément. Et s'ils sont actifs simultanément de façon répétée, c'est-à-dire à chaque fois que vous allez tomber sur un brin d'herbe, la théorie veut qu'ils renforcent leur connexion entre eux et qu'ensuite il suffira d'activer un sous-groupe de ces neurones, par exemple ceux qui étaient actifs lors de la forme du brin d'herbe, pour qu'ils entraînent le reste de l'assemblée neuronale qui représentait le brin d'herbe, et ce qui intuitivement est un assez bon modèle d'associativité, où voilà, une fois qu'on a associé les choses, elles restent liées entre elles, et du point de vue biologique, ça passe par des synapses qui vont se renforcer parce que ces neurones ont été actifs en même temps. Donc voilà, ça c'est je pense, la grande théorie aujourd'hui de la représentation de l'information, qui est complètement compatible avec les deux niveaux. Et je crois que tu as dit quelque chose là qui est important, peut-être, j'ai l'impression. Moi, sur ces grands aspects-là de cognition, etc., de codage de l'information, j'ai une vue vraiment de grand public extérieur, parce que moi je travaille sur des choses qui sont beaucoup plus moléculaires. Et donc, il y a quelque chose qui m'a frappé là, dans un certain nombre d'articles que j'ai lus, tu vas me dire si tu confirmes ou non, mais j'ai l'impression, c'est cette idée qu'en fait, le cerveau est en permanence en train de reconstituer l'information, et finalement, même si on a l'impression d'avoir une vision très précise de son environnement, en fait, la plupart du temps, la vision qu'on a de l'environnement est quelque chose qui a été reconstruite par le cerveau à partir simplement de bribes d'informations. Et que donc, la plupart du temps, j'ai l'impression de vous voir, par exemple, très précisément, alors que en fait, mon cerveau s'est contenté d'analyser quelques données, un peu une vague forme, une vague couleur, et a dit, bah, tiens, ça doit être un homme, et donc je crée la représentation interne d'un homme sans avoir besoin de m'embrouiller avec toute l'image très précise.
Oui, je pense que c'est typiquement là un exemple où on a des théories, mais où en fait on ne comprend rien sur la façon dont ça fonctionne. Quand on parle de régions spécialisées, est-ce qu'il y a des aires cérébrales sensorielles spécialisées? À la fois, oui, il y a des neurones qui peuvent répondre à des stimuli sensoriels très spécifiques, et à la fois, comment tout ça finit en une perception fluide, continue, unifiée de l'environnement, c'est quelque chose qui n'est pas du tout... Je crois qu'on va avoir une vision du monde qui est à l'aune de notre éducation. Je pense qu'effectivement, on est en fonction de la façon dont on a été éduqué pendant toutes ces années, en face d'une scène donnée, on va avoir une certaine interprétation qui n'est pas une réalité. Donc je pense qu'effectivement, c'est Saint Thomas, hein, je ne crois que ce que je vois, mais il faut quand même se méfier de ce qu'on voit des fois. Et je crois qu'il y a des tas d'exemples dans le domaine des illusions d'optique, etc., qui démontrent bien que la vision qu'on a est quand même quelque chose qui est subjectif et qui dépend effectivement du contexte, de l'éducation, etc. C'est-à-dire d'une part que ça rejoint la plasticité du cerveau dont on parlait tout à l'heure, mais aussi le fait que suivant notre environnement, on n'a pas les mêmes stimuli, on n'a pas la même façon de voir le monde, d'interpréter les choses. Ça c'est un domaine que tu connais peut-être un petit peu mieux que moi, mais je pense qu'il y a effectivement pas mal d'expériences de cognition, ou en tout cas des expériences sensorielles, qui démontrent qu'en fonction du contexte, on va voir une chose et son contraire en fonction de l'environnement. Oui, il y a cet aspect-là, et il y a aussi, je pense que le cerveau, c'est vraiment quelque chose qui essaye de mettre tout ce qu'il a à sa portée en relation, tout ce qu'il a à sa portée et tout ce qu'il génère lui-même, et de créer des relations entre toutes ces choses-là pour avoir une vision unifiée du monde et pour avoir une vision et pour avoir une compréhension, une appréhension pour pouvoir agir dessus. Et donc, en fonction de l'expérience individuelle de chacun, les choses qu'il va pouvoir associer entre elles ne seront pas les mêmes. Donc je pense qu'il y a une subjectivité dans ce sens-là. Alors, je vais donner deux exemples qui vont vous illustrer l'état d'avancée de nos connaissances et à quel point on n'est probablement même pas au milieu du gué. Il y a encore assez peu de temps, c'est-à-dire il y a une vingtaine d'années, il y a une théorie qui était assez en vogue, qui était la théorie du neurone grand-mère. Ça s'appelait comme ça, qui était l'idée que chaque neurone allait coder des choses, des individus ou des événements extrêmement précis. Et donc il y avait cette théorie qui a été invalidée quand même assez rapidement, comme quoi chaque neurone dans le cerveau allait coder votre grand-mère, votre grand-père, tel événement, tel événement. On sait maintenant que ce n'est pas du tout le cas, que c'est vraiment des propriétés d'ensemble de neurones avec cette plasticité. Deuxième exemple, plus cellulaire, plus moléculaire, il y a encore assez peu de temps, donc jusqu'à il y a une dizaine d'années, on pensait que les synapses, donc zones de connexion entre neurones, étaient des choses qui étaient assez plastiques chez les jeunes, au cours de ce qu'on appelait la synaptogénèse, la mise en place des synapses, et puis qu'une fois que les synapses étaient installées, ma foi, elles étaient stables pendant longtemps. Effectivement, il y avait même des théories disant que les synapses un souvenir, ça allait être une synapse qui allait coder une information pendant 20 ans, 30 ans, etc. Donc des choses très stables. Et on pensait que les composants de ces synapses étaient des choses aussi très très stables. Et donc en particulier les récepteurs, les protéines qui permettent le transfert d'informations entre neurones étaient immobiles, présents dans ces synapses et ne bougeaient pas. On sait maintenant que ce n'est pas le cas du tout. Et par exemple, donc ça c'est les travaux auxquels on a contribué au laboratoire, on sait que les récepteurs qui composent ces synapses sont en fait en mouvement permanent. Ils sont en permanence en train de rentrer et sortir des synapses à des vitesses assez importantes. C'est-à-dire en une seconde, vous avez peut-être un tiers des récepteurs de chaque synapse qui est capable d'aller se balader à l'extérieur et de revenir, donc en agitation permanente. Et c'est le contrôle de cette agitation qui va, entre autres, permettre de réguler l'efficacité de la transmission entre deux synapses. Donc il y a une plasticité permanente, il y a une agitation permanente des molécules qui était tout à fait insoupçonnée il y a encore 10 ans, qui est maintenant bien établie. Alors vous allez me dire, mais attendez, si ça bouge tout le temps comme ça, comment est-ce qu'on peut se souvenir de quelque chose 30 ans après ? On a tous vécu ces événements quand même particuliers,
où on revient à un endroit qu'on n'avait pas visité depuis 20 ans, où on retrouve quelqu'un qu'on n'avait pas vu depuis 20 ans, et on s'en rappelle. Donc il y a bien quelque chose de stable quand même dans le temps. Donc je crois que là, c'est un grand paradoxe qui n'est pas résolu encore. C'est comment est-ce qu'effectivement on peut mettre d'accord le fait qu'à la fois toutes les molécules sont en agitation permanente, en renouvellement permanent, et en même temps, il y a des souvenirs comme ça qui restent, des fonctions qui restent pendant des dizaines d'années. Et je pense qu'une piste de solution pour répondre à ce paradoxe, c'est le renforcement permanent. C'est qu'effectivement, les circuits neuronaux sont actifs tout le temps et il y a des fonctions qui doivent être renforcées de façon permanente, sinon on oublie effectivement les choses. Oui, tout à fait. Oui. Tout à fait, on peut... ça c'est des choses qui commencent à être quand même assez bien établies. Et effectivement, on parlait tout à l'heure d'entraînement intellectuel. C'est assez bien démontré, en tout cas chez des modèles animaux, que quand on entraîne son cerveau, on crée des nouvelles synapses. Donc d'une part, on va les renforcer. Quand on crée un souvenir, on va renforcer telle et telle synapse pour stocker un souvenir. Ou renforcer une fonction, ça c'est une chose. Mais après, en termes de capacité intellectuelle, on fait des expériences par exemple avec des souris qu'on va mettre dans des environnements enrichis, c'est-à-dire avec plus de stimulation, plus d'activité intellectuelle. Et clairement, ces animaux qui sont dans des environnements enrichis ont beaucoup plus de synapses que des animaux qui sont dans des cages sans aucun intérêt. Alors c'est bien le nombre de synapses dont on parle, ce n'est pas le nombre de neurones. Le nombre de neurones, en gros, il est fixé à la naissance, on ne fait qu'en perdre, même s'il y a un petit peu de renouvellement dans certaines aires du cerveau. Il y a un petit peu de nouveaux neurones qui arrivent, enfin c'est quand même faible. Globalement, le nombre de neurones ne fait que diminuer. Et c'est vraiment ce nombre de synapses qui, lui, peut être augmenté ou diminué. C'est-à-dire qu'entre le cerveau d'un nouveau-né et d'un adulte, c'est les mêmes fonctions, le cerveau est le même, il se développe ou pas? Je pense qu'il fait un peu comme le reste, il se spécialise pour être plus efficace. Et je pense que le système digestif en fait autant. Je pense que ce qui fait que le cerveau d'un nouveau-né, il est en développement, il est extrêmement plastique, il s'adapte à ce dont il a besoin, à son environnement pour être le plus adapté possible. Et puis, alors on parle souvent d'une période de plasticité critique pendant laquelle on aurait une forte différence d'adaptabilité du cerveau. Et puis après laquelle, évidemment, on reste avec une certaine adaptabilité toute sa vie, mais quand même on a une spécialisation avec l'âge qui fait que je pense qu'on est beaucoup plus efficace dans les raisonnements que notre cerveau a dû sélectionner comme utile pour ce qu'on fait, et qu'on devient moins apte à de nouveaux raisonnements dont on ne s'est pas servi jusque-là, parce que pour des soucis d'efficacité qui ont leur pendant en perte d'adaptabilité. Il y a peut-être, je ne suis pas certain de ce que je vais dire, tu vas me corriger éventuellement, mais j'ai l'impression qu'il y a un point qui est important, c'est la perte neuronale. C'est-à-dire qu'effectivement, au cours de la vie, on perd des neurones tout le temps. Et effectivement, arrivé à un certain âge, je pense qu'on a beaucoup moins de neurones que quand on était petit. Et donc peut-être qu'il y a moins de réserves, effectivement. Donc le système s'est spécialisé, il est beaucoup plus efficace. Il y a des stratégies qui ont été mises en place, qui ont permis de créer un certain nombre de réseaux qui marchent très très bien. Je pense qu'un adulte mature est beaucoup plus apte à réagir à une situation dont il a l'habitude qu'un nouveau-né qui est un petit peu paumé. Mais effectivement, il est moins adaptable à des situations non habituelles, parce qu'il n'y a peut-être pas cette réserve de neurones qui permettrait de créer des nouveaux réseaux, des nouvelles connexions, etc. Oui, entre un nombre de neurones et ça, je n'ai pas trop d'opinion. Mais c'est vrai que cette histoire de synapses qui se forment et qui se déforment, ça pose des problèmes importants aux expérimentalistes, parce qu'on essaye ne serait-ce que pour essayer d'y comprendre quelque chose, on essaye de voir la connectivité de ces réseaux pour comprendre leur fonctionnement. Et la connectivité de ces réseaux, elle change. Enfin, ça fait partie de leur fonctionnement d'évoluer, de changer, donc c'est compliqué. Mais sur la plasticité des réseaux et leur façon de représenter l'information, je pense qu'il y a un exemple expérimental que j'aime beaucoup, qui est
une série d'expériences qui ont été développées par un groupe qui est très connu pour ça, quelqu'un qui s'appelle Nicole Ellis, où ils ont fait des expériences avec un singe en lui mettant un sac d'électrodes sur la tête. Alors ça marche en enregistrant l'activité en surface, mais aussi en mettant des électrodes qui enregistrent l'activité d'énormément de neurones au niveau individuel à la fois. Et puis la tâche est assez simple pour le singe, c'est avec une manette, il a un écran et il peut déplacer un curseur et il doit aller rejoindre une cible. Et quand il a fait ça, il a une récompense. Bon, et le singe est assez fort, il arrive à faire ça. Et donc ce groupe s'est dit, bon, ben, on va essayer de comprendre exactement, de faire le parallèle entre l'activité des neurones et la commande motrice de la manette. Alors ils mettent un algorithme en place avec un tas d'ordinateurs très compliqués, et puis ils regardent à quel point ils arrivent à prédire, en fonction de l'activité qu'ils enregistrent dans le cerveau, à prédire la position de la manette. Et puis à un moment ils disent, bon, là je pense que l'algorithme est bon. Et il déconnecte la manette du curseur. Et l'algorithme prend le relais, donc directement en interprétant les signaux électriques qu'ils enregistrent dans le cerveau, il déplace le curseur. Et ce qui est extraordinaire, c'est que ça ne marche pas du tout. Ils font ça et le curseur fait n'importe quoi. Mais le singe, lui, se rend très vite compte que la manette ne sert plus à rien et arrive très facilement à corriger les problèmes de l'algorithme et à diriger le curseur par son activité cérébrale et à contrôler donc cet algorithme pour réussir à faire la tâche. La main, du coup. Alors au début, puis après, il se rend compte que ça ne sert à rien, donc il ne se fatigue pas à bouger la manette. Et donc je pense que ça... C'est vraiment amusant parce que ça montre que la représentation de l'information, on a l'impression d'un processus totalement inconscient qui aboutit quelque part à une conscience de l'environnement, mais on peut avoir... il y a une espèce de frontière où on peut, comme malgré tout, contrôler l'activité de neurones, et pas forcément en très grand nombre, percevoir et contrôler l'activité d'un certain nombre de neurones de façon... Je ne sais pas si c'est consciente, mais en tout cas volontaire. Grâce au retour d'informations. Je pense que c'est ça, Oui. c'est la clé du fonctionnement du cerveau. Hein. Le cerveau, c'est une... Je ne veux pas utiliser le terme machine. C'est un organe dont la fonction principale est de comparer des informations. Il y a tout un tas de types de circuits différents pour faire ça, mais globalement, c'est la façon dont je le vois en tout cas, il compare des informations en permanence et c'est un organe qui a été optimisé pour justement optimiser la réponse à ça. Et il peut le faire de multiples façons. J'aime beaucoup cet exemple du singe. Effectivement, je l'ai vu ce singe d'ailleurs. C'est très impressionnant. Qui, avec son cerveau, avec le simple pouvoir de sa pensée, contrôle effectivement le mouvement de ce curseur. Et en fait, c'est des technologies maintenant qui vont être appliquées en particulier pour les patients lock-in qui sont des paralysés totaux, sont des patients qui, avec un casque qui détecte l'activité cérébrale, apprennent à utiliser leur activité cérébrale pour taper à la machine, simplement avec leur pensée. Donc ils pensent A, il y a un A qui est détecté, etc. Parce que le cerveau a été un comparateur. Effectivement, on apprend assez bien que quand on a telle activité cérébrale, eh ben, il y a tel événement qui va se passer. Et donc, même si ce n'était pas la fonction première du cerveau, donc les aires du cerveau qui sont utilisées pour ces fonctions-là n'ont pas grand-chose à voir avec ce qu'elles devaient faire initialement, mais le cerveau a appris effectivement à faire cette activité-là. Oui, parce qu'en plus, au départ, il s'était focalisé plus particulièrement sur les aires motrices, de façon logique. Et en fait, ça marche aussi bien avec des aires qui ne sont pas du tout motrices, quoi. Comme je disais tout à l'heure, je ne pense pas que c'est une question de... Je pense pas que ce soit une régression. Enfin, il y a un vieillissement, donc il y a effectivement, avec l'âge, une perte de fonction biologique qui se termine par la mort, donc ça se termine mal, donc il y a une déchéance évidente. Mais en dehors de cet aspect-là, je pense qu'il y a vraiment un pendant entre l'adaptabilité et l'efficacité. Et je pense que quand on va vers l'un, on perd dans l'autre. Alors le nombre de neurones, je ne sais pas exactement ce qu'il en est chez l'homme en fait. Je sais mieux ce qui se passe chez la souris et le rat que chez l'homme, où les neurones sont quasiment tous présents à la naissance. Et
il y a quelques... Alors bon, c'est un débat qui émerge depuis quelques années où enfin, il est établi que dans certaines régions cérébrales, on a encore une certaine production de neurones, mais qui reste assez mineure par rapport à l'ensemble des neurones qui sont présents. Alors maintenant, est-ce que c'est juste dans... Enfin, à quel point ça va toucher d'autres aires cérébrales? Je pense que ça peut encore être évolué. Mais... Et on n'a pas, c'est-à-dire que c'est pas, je pense pas qu'on puisse faire un lien direct entre la quantité de neurones, la quantité d'informations que ça peut stocker, le rôle de cette génération de nouveaux neurones, de cette jeunesse de nouveaux neurones, y compris chez l'adulte, je pense, n'est pas clair du tout, la fonction. Donc il y en a qui essayent de dire que ça permet de stocker de nouvelles informations que celles qui sont déjà stockées dans les neurones qui étaient là. Ça peut être, mais ça peut être beaucoup d'autres choses, je pense qu'on ne sait pas encore. Justement, le fait d'avoir des centaines de millions de milliards de neurones ou juste quelques milliards de neurones, qu'est-ce que ça change? Le nombre est important? Donc là, vous touchez une question sensible sur laquelle on n'a pas de réponse. Hein. Je crois que votre question qui est sous-jacente, c'est ça a peut-être rapport avec qu'est-ce que l'intelligence? Est-ce que l'intelligence est dans le nombre de neurones ou dans la taille du cerveau? Il y avait autrefois une science là, dont j'ai oublié le nom, là, qui consistait à regarder la forme du crâne, savoir est-ce qu'on avait la bosse des maths ou pas la bosse des maths, etc. Bon, il y a des gens qui ont fait des petites fortunes là, en analysant comme ça les formes de cerveau. Donc ça, je crois que c'est des théories qui sont un petit peu passées. Il n'y a pas, à ma connaissance, de rapport direct entre la taille du cerveau chez l'homme, hein, je parle bien sûr. Il n'y a pas de rapport direct entre la taille du cerveau et l'intelligence. Donc il n'y a pas de rapport direct entre le nombre de neurones et l'intelligence. D'une manière générale, il n'y a pas de mesure cellulaire de l'intelligence. À ma connaissance, il y a des mesures psychologiques, il y a des critères qui vont mesurer telle et telle forme d'intelligence. C'est un long débat, qu'est-ce que l'intelligence? Il y a beaucoup de formes différentes d'intelligence. En tout cas, il n'y a pas de corrélat moléculaire, il n'y a pas de corrélat cellulaire. Quand on est dans une fourchette, on va dire, normale, entre guillemets. Après, il y a des déficits mentaux importants, des déficits cognitifs importants qui font tomber dans des domaines pathologiques, en particulier tout ce qui s'appelle retard mental. Donc typiquement, on définit retard mental des individus qui ont un quotient intellectuel qui est en dessous de 60-70. Donc c'est assez faible, puisque la moyenne est autour d'une centaine, je crois, quelque chose comme ça. Donc là, on est dans un cadre pathologique, et là, on a des très bons exemples de maladies qui sont associées à un déficit de telle ou telle protéine. Là, il y a un article, par exemple, qui est sorti juste la semaine dernière, là, identifiant une protéine qui s'appelle SHANK, dont la mutation est vraiment liée de manière très étroite à une certaine forme de retard mental. Il y a beaucoup d'exemples comme ça. Mais là, on est dans le pathologique. Après, quand on est dans le normal, dans la fourchette normale, il n'y a pas, à ma connaissance, de corrélat entre des données expérimentales ou des compositions du cerveau ou des nombres de cellules et l'intelligence. J'aurais tendance à dire oui et non quand même. Si on compare une fourmi à un homme... J'ai dit chez l'homme. Oui, d'accord. Parce que si on se place dans une perspective de comparaison d'espèces, etc., je pense que... effectivement, on a des cerveaux avec des nombres de neurones qui sont très différents et qui ont des capacités différentes. Je pense qu'il y a un problème quand le nombre augmente, c'est qu'après, il faut allouer beaucoup de ressources pour coordonner tout ça, parce que, je veux dire, le fonctionnement, il ne tient pas seulement dans le nombre, c'est vraiment dans la façon dont toutes ces choses-là sont organisées, coordonnées. Et je ne sais pas, il y a un exemple qui m'interpelle un peu, c'est... oui, c'est-à-dire que quand on a un arrêt cardiaque ou un arrêt de la vascularisation du cerveau pendant, je sais pas moi, 1 minute, c'est cuit, on peut relancer après, ça ne repart pas. Alors que pourtant, les neurones, dans l'évidence, en 1 minute, ils n'ont pas eu le temps d'être dévorés par des bactéries, ils n'ont pas eu le temps de dégénérer, ils n'ont pas eu le temps de... Et je pense que c'est parce que toute cette masse... innombrables d'éléments qui doivent interagir entre eux, il faut qu'ils interagissent de façon coordonnée, de façon très précise, et que voilà, si ça s'interrompt, si ça trébuche, et après, pour remettre tout ça en place, c'est apparemment pas possible. Donc je pense qu'il y a vraiment, il doit y avoir probablement
Enfin, je pense que chaque cerveau de l'homme, comme d'autres animaux, doit correspondre à une espèce de point d'équilibre entre une efficacité de coordination et la puissance que peut donner d'avoir plus d'éléments. Parce que plus d'éléments, ça fait plus de choses, mais en même temps, c'est plus d'efforts pour les faire fonctionner. L'autisme est un bon exemple puisque il y a eu des débats, il y a encore des débats absolument considérables sur l'autisme. Et il n'y a pas si longtemps, je pense que jusqu'à il y a quelques années, il y avait quand même l'idée que l'autisme était une maladie acquise. Et donc il y a eu d'ailleurs, maintenant c'est terminé, mais jusqu'à il y a une dizaine d'années, un poids qui était mis sur les parents d'autistes qui était très important, puisqu'on dit si votre enfant est autiste, c'est de votre faute, vous l'avez mal éduqué, ceci, etc. Alors que quand même, on sait maintenant que la très grande majorité des cas d'autisme sont des maladies génétiques en fait. Des maladies génétiques avec des mutations qui peuvent apparaître de novo, donc pas forcément transmissibles, mais effectivement donc des déficits génétiques très ponctuels. Peut-être pas la totalité des cas d'autisme, mais en tout cas une grande partie des cas d'autisme sont dus, donc ça grâce à toutes les études de criblage génétique, on commence à avoir de plus en plus d'exemples de ça. Donc on sait très bien que telle molécule a telle mutation, et on commence à savoir d'ailleurs, si elle a telle mutation, elle ne va pas fonctionner comme il faut dans la synapse, la plasticité de la synapse va être affectée, taritata, ça y est, on a tout découvert. Et en fait, on n'a rien découvert du tout, puisque ce saut dont on parlait tout à l'heure entre le fonctionnement de la synapse et un comportement d'individu par rapport à son environnement, c'est un saut qui n'est pas fait au jour d'aujourd'hui, c'est un lien qui n'est pas fait, et donc on ne sait pas expliquer pourquoi est-ce qu'effectivement, à partir de cette mutation moléculaire parfaitement identifiée, on va avoir un comportement social aberrant, etc. Ça, c'est des choses pour lesquelles je crois aujourd'hui, vraiment, on sait très très peu de choses. Oui, mais on peut peut-être faire malgré tout un parallèle aussi avec la discussion qu'on avait tout à l'heure sur le développement et sur le vieillissement, où le cerveau a à sa disposition certaines ressources, et puis dans un individu normal, il doit en allouer un peu à la vie sociale, un peu à l'apprentissage de ci, de ça. Et puis, certains individus, ça peut être déséquilibré pour des raisons qui peuvent être diverses et variées. Ça peut être des troubles sensoriels qui font que l'environnement ne peut pas être interprété comme de façon facile ou même possible, et où donc des ressources peuvent tout d'un coup se trouver allouées à une fonction tout à fait particulière. Et donc peut-être que c'est ça qui se passe avec ces autistes qui sont à la fois inadaptés totalement sur certains aspects et à la fois les plus performants sur des choses très spécialisées. Et je crois d'ailleurs que on est dans des terrains vraiment très, très mouvants et des recherches en cours, je dirais. Mais mon impression, c'est que l'interaction sociale est vraiment en fait une des premières choses qui est affectée dans différentes maladies, que ce soit dans des maladies génétiques telles que l'autisme ou des maladies neurodégénératives comme Alzheimer, Huntington et autres. En fait, on se rend compte que cette interaction sociale est la toute première chose qui va être affectée, même avant que ce soit les fonctions cognitives qui commencent à être affectées. Ça, c'est peut-être compliqué parce que c'est vraiment une fonction qui est au centre de la vie des individus, ces interactions sociales. Alors, c'est peut-être difficile de savoir si c'est parce que l'individu, pour une raison ou pour une autre, se sent pas bien, à l'aise ou je sais pas quoi, que du coup, ces interactions sociales vont s'en ressentir. Et que peut-être que l'idée qu'il y a un problème qui va déboucher sur quelque chose de médical, etc., vient justement du fait que ces interactions sociales soient pas normales et que du coup on se rende compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc c'est peut-être compliqué. Ouais. Donc je crois que, enfin moi, ma vision des choses, en tout cas, c'est que la question, d'une certaine manière, n'a pas de sens, avec tout le respect que je vous dois, parce qu'il n'y a pas une forme d'intelligence. On parlait tout à l'heure, on parlait des autistes qui peuvent être des génies au piano ou au calcul mental, etc. C'est une forme d'intelligence, et être par ailleurs totalement inadapté socialement. Il y a des tas d'exemples comme ça, effectivement,
qui démontrent qu'il n'y a pas une forme d'intelligence. Alors après, comme on aime bien quand même quantifier les choses, il y a des tests qui sont développés. Donc il y a une forme de test qui s'appelle la mesure de QI, qui mesure un certain nombre de paramètres. Effectivement, votre capacité à aligner des séries de nombres, à vous rappeler d'un certain nombre de choses. Et donc ça peut mesurer un certain nombre de paramètres qui mesurent donc une forme d'intelligence. Si vous utilisez le même test chez des indigènes maoris, vous allez avoir des résultats complètement aberrants parce que c'est un test qui n'est pas adapté à la culture. Donc le test de QI, tel qu'on le connaît, c'est un test qui a été développé par des Occidentaux, pour mesurer un certain nombre de paramètres. Ce n'est à mon sens en aucun cas une mesure absolue de ce qu'on pourrait appeler l'intelligence, qui une fois encore, je crois, est quelque chose qui n'est pas définissable dans un seul mot. Oui, moi j'aurais tendance à penser encore un peu de la même façon que l'intelligence est la capacité à résoudre de façon efficace certains types de problèmes. Et donc ça peut s'appliquer aux maths, ça peut s'appliquer aux interactions sociales, ça peut s'appliquer à un tas de choses. Et chaque individu développe son intelligence dans les domaines qui... Alors je ne sais pas à quel point c'est contrôlé, et c'est des domaines qu'il choisit ou des domaines qui... Mais voilà, je pense qu'il y a énormément de domaines dans lesquels l'intelligence peut s'appliquer et prendre des formes différentes. C'est-à-dire qu'on a tous un cerveau qui fonctionne de la même manière, donc le cerveau fonctionne bien. Cependant, est-ce qu'il y a une singularité? Est-ce qu'on a tous le même cerveau? On parle des interactions sociales tout à l'heure. Je sais pas ce que je peux Ça dire. dépend à quelle échelle est-ce qu'on regarde, effectivement. Effectivement, du point de vue macroscopique, en termes d'organisation générale, on a à peu de choses près tous le même cerveau. Toutes les aires sont présentes à peu près de la même façon chez tout le monde. Cependant, on citait tout à l'heure l'exemple de cette personne qui avait quasiment pas de cortex et qui pourtant fonctionnait à peu près bien, probablement parce qu'effectivement des fonctions avaient été reportées à d'autres endroits. Si ça se trouve, certains d'entre nous pensent avec leurs pieds, hein, on le dit de temps en temps. Donc dans le fonctionnement, par contre, les choses peuvent être assez différentes. Et après, quand on va regarder de manière un peu plus fine, certainement qu'entre individus, il y a des connexions qui sont différentes, et puis surtout des modes de fonctionnement qui sont différents. Et je pense que certainement dans le fonctionnement des réseaux, on va retrouver des variabilités interindividuelles, là par contre très importantes. En fait, ça rejoint la question éternelle de l'inné et de l'acquis. Est-ce que l'environnement social joue? Est-ce que on a le cerveau de nos aïeux? Est-ce qu'on a le cerveau de notre environnement social, de notre éducation? Je crois que c'est une gigantesque boîte noire, votre question. C'est quand même très difficile à répondre. Donc on a bien sûr tous l'impression que certains traits de caractère peuvent être acquis. On dit toujours, ah ben, tu penses comme ton grand-père. Mais est-ce qu'il pense comme son grand-père parce qu'il a été éduqué dans le même environnement social? Ou est-ce que ça a été un trait génétique qui a été transmis? Je crois que la difficulté vient du fait qu'on parle là de fonctions qui sont quand même très humaines. Et donc l'expérimentation chez l'homme n'est pas aussi facile que chez la souris. Et donc je pense qu'on manque de données quand même pour répondre à cette différenciation entre l'inné et l'acquis. Et je pense qu'on a encore de belles années de débat sur ce domaine avant d'avoir répondu effectivement à la question. Mais il y en a quelques-unes quand même. Et moi je pense que je vais encore rester sur l'idée que voilà, il y a une certaine quantité de ressources qui peut être allouée à différentes tâches, différentes formes d'intelligence. Et je dis tout à l'heure, je ne sais pas dans quelle mesure c'est un choix personnel de choisir dans les domaines qu'on va le plus développer. Et je pense qu'il peut y avoir une composante génétique là-dedans. Il y a eu une approche expérimentale avec des souris. Ils ont fait courir les souris dans des labyrinthes et à chaque fois ils prenaient celles qui couraient le mieux et ils les faisaient se reproduire entre elles. Ils ont fait ça pendant plusieurs générations et à la fin ils avaient un écart important entre effectivement la capacité des souris à résoudre les problèmes parmi celles qui avaient été sélectionnées génétiquement pour ça. Donc je pense qu'il peut y avoir une composante génétique de capacité cognitive, mais là encore, ça va être la capacité cognitive, elles ont été sélectionnées sur une tâche particulière. Et ça ne veut pas dire que celles qui sont mauvaises dans cette tâche-là ne sont pas excellentes dans autre chose, et que celles qui sont très bonnes là ne sont pas mauvaises dans autre chose. Donc, est-ce qu'on peut trouver quand même une souris qui n'aurait pas été sélectionnée, qui pourrait courir
faire le labyrinthe aussi rapidement que... Ah bah chaque fois, c'est des effets statistiques, hein, donc on prend des populations, parce qu'évidemment, c'est des choses extrêmement compliquées, avec énormément d'interactions entre tout et tout. Mais voilà, au niveau d'une population, on peut, par la génétique, arriver à faire des populations qui ont des scores qui sont statistiquement différents. Aujourd'hui, on peut dire qu'il y aurait les deux composantes. Il y a de l'inné, il y a de l'acquis, alors à savoir... Oui, ça, je pense que, ça, on est tous d'accord que là-dessus. les gens doivent être pas d'accord sur le fait qu'il y a de l'inné et de l'acquis. Oui, oui, oui. C'est- Oui, oui, je pense que tout le monde va être d'accord là-dessus. il y a pas- Il n'y a pas, à ma connaissance, un gène de l'intelligence. Ceci dit, il y a des tas de gènes qui, quand ils sont mutés, ont un impact très important sur l'intelligence. Il y a énormément d'exemples de ça. Mais ceci dit, ça ne veut pas dire que ça soit le gène de l'intelligence. Hein. C'est un peu, quand vous prenez, si vous prenez une grenouille là et que vous lui enlevez une patte, elle ne saute plus quand vous criez dessus. C'est pas pour ça qu'elle est devenue sourde. Donc là, c'est un peu le même rapport entre les gènes et l'intelligence. Je pense qu'on a une vision vachement archaïque là-dessus. Je pense que l'héritage de Darwin n'a pas encore terminé son effet. Et que... Qu'est-ce que la conscience? C'est la première. Ouais. Je retournerai la question. Si on définit la conscience comme étant effectivement avoir une bonne représentation de soi-même, les animaux ont cette représentation. Les animaux, en tout cas évolués, se reconnaissent dans un miroir. Hein. Même L'expérience de la tâche. de la tâche. Oui, on te met un truc et regarde si tu fais ça de ce côté-là. Ou... Ah oui. Les singes, il y aurait les singes, les oiseaux qui réussiraient ce test. Oui, par exemple, oui. Oui, par exemple. Donc ça, c'est effectivement une bonne chose. Alors après, est-ce que des animaux qui ont un cerveau un petit peu moins évolué ont une conscience? Je pense qu'on ne sait pas. Hein. Je sais pas. Il faudrait définir ce que c'est que la conscience déjà. Mais avec la perception, enfin la connaissance intuitive qu'on en a, je pense qu'on ne sait pas, tout simplement. Toutes les fonctions motrices, ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Ouais. C'est la première fonction du cerveau. C'est probablement effectivement de coordonner les actions motrices. Ceci dit, on sait bien que le cerveau peut fonctionner sans coordination motrice. Et d'ailleurs, c'est quelque chose qui est assez intéressant. Donc, vous connaissez ces patients qu'on appelle lock-in, je ne sais pas quel est le terme français, qui sont des patients qui sont totalement paralysés. Donc on n'a pas accès. Jusqu'à il y a peu de temps, on n'avait aucun moyen de communiquer avec eux, effectivement, puisqu'il n'y avait plus aucune action motrice. Des fois, on peut juste bouger un œil, et même des fois pas du tout. Donc une impossibilité de savoir si c'est ou pas. Et en fait, avec les progrès, là, ces toutes dernières années de la bioinformatique, de la robotique, qui permettent effectivement de lire un peu d'une certaine manière certaines activités du cerveau, il y a une communication qui commence à se faire comme ça avec ces patients-là. Et on se rend compte qu'en fait, ils pensent, et d'ailleurs, ils décrivent donc généralement une grande souffrance intellectuelle, une certaine forme de folie, du fait de l'isolement complet, cette incapacité de communiquer de façon motrice avec l'extérieur, mais quand même une pensée structurée, effectivement. Donc cette fonction motrice n'est pas indispensable à la pensée, par exemple. Le cerveau peut penser seul sans fonction motrice. Et puis après, vous posiez la question des grandes fonctions du cerveau, il y a tout le réglage de l'émotivité. Le cerveau est un régulateur considérable des émotions, l'amour, etc. Tout ça, bien sûr. Donc, je pense. Oui, moi je pense que... Non, mais je pense que une fonction principale du cerveau, c'est de mettre les choses en relation, et que plus le cerveau est évolué, plus il peut faire ça de façon différée. Et donc, plus il peut prendre du recul par rapport à l'information immédiate pour en extraire des principes d'action et de comportement qui soient plus différés dans le temps. Alors effectivement, quand on arrive à des choses plus évoluées, les émotions, à mon avis, ça participe de ça. Ça permet d'avoir une espèce d'interprétation distante de la réalité et d'adapter un comportement de façon pas immédiate, mais justement d'intégrer le temps et l'expérience de façon complexe.
Après, il y a des fonctions du cerveau qui sont certainement très mal connues, mais qu'on subodore. Il y en a une que je trouve assez intéressante, qui est la relation entre cerveau et immunité. Une des autres grandes fonctions du corps, c'est là aussi de régler les interactions avec l'extérieur. Donc c'est le système immunitaire qui nous protège contre toutes les attaques de l'environnement. Et ça fait longtemps que les chercheurs subodorent qu'il y ait une relation entre immunité et conscience. On sait tous que quand on est en bonne santé mentale, on est en général en meilleure santé physique et on réagit mieux. Pourquoi tu as attrapé la grippe? Oh, ben, j'étais un peu déprimé. On a tous eu ce genre de choses. On ne connaît pas les bases. C'est empirique. Est-ce qu'il y a des... Oui, c'est réel. Il y a une mesure, oui. Absolument, oui, c'est réel. Ça, c'est pas parfaitement quantifié. Il y a une relation tout à fait directe entre votre susceptibilité à des pathogènes et votre état mental. Ça, On a même une idée de la façon dont ça fonctionne, en fait. Le stress, on sait que ça ouais. interagit, il y a des hormones qui sont libérées, qui vont interagir avec le système immunitaire. Donc il y a quelques éléments. C'est-à-dire, il y a des éléments, il y a effectivement quelques hormones qui sont pointées du doigt comme étant responsables de ça, mais on ne sait quand même pas encore aujourd'hui, avec la conscience, lutter contre un virus. Et ce n'est pas impossible qu'avec le temps, on puisse apprendre avec son cerveau à contrôler son système immunitaire. Mais je pense qu'il y a une interface très étroite entre le cerveau et le corps. Et le corps, effectivement, ça inclut toutes les fonctions corporelles, la digestion, la fonction immunitaire. Donc il y a un certain contrôle. Alors après, selon l'entraînement individuel, on peut arriver à contrôler plus ou moins. Je sais pas, les yogis, il paraît qu'ils peuvent arrêter leur cœur, ce que les gens normaux ne peuvent pas faire. Mais après, à quel point... Enfin oui, il y a quand même des civilisations qui ont creusé cette question-là assez loin. La civilisation chinoise, je pense qu'il y a beaucoup d'approches qui sont faites sur le contrôle des fonctions biologiques par le cerveau, par la psychologie. Est-ce qu'on a aujourd'hui des exemples de maladies qui peuvent être combattues si on peut parler de combattre par le cerveau ou pas? Bah oui, je pense qu'on peut vous rendre fou et malade. Si on vous met dans des conditions de stress extrême, je pense qu'on devient... Enfin voilà, c'est un exemple un peu extrême, mais il y a des interactions évidentes. Oui, il y a des maladies dont l'origine psychologique est parfaitement connue, même si on ne sait pas les soigner. Par exemple, le zona est un bon exemple de réaction inflammatoire qui est déclenchée par le stress. C'est un bon exemple. Ce qui est important, c'est de vous retourner la question et de dire qu'est-ce que c'est que la conscience. Parce que, autrefois, autrefois, on parlait de l'âme, et donc il n'y avait que les hommes, il y avait même certaines personnes qui pensaient qu'il n'y avait que les occidentaux qui avaient une âme. Dieu soit loué, ce temps-là est terminé, mais à l'époque, il n'y avait pas de définition de ce que c'était que l'âme. Et donc là, on parle de conscience. Et à nouveau, il n'y a pas de définition, enfin je ne connais pas en tout cas de définition précise de ce que c'est la conscience, donc je ne peux pas répondre à votre question. Quelle est la différence? Si vous me dites est-ce qu'un chat est capable de résoudre le théorème de Fermat, qui est un problème mathématique difficile, je dirais ben non. Donc si vous prenez comme définition que la conscience c'est la capacité à comprendre le théorème de Fermat, ben, je vous dirais ben, effectivement, les chats n'ont pas de conscience, c'est assez certain. Maintenant, si vous me dites bah, la conscience, c'est la capacité à se reconnaître dans un miroir, bah, je vous dirais ben, le chat, c'est limite. Le singe, c'est certain, il sait se reconnaître dans un miroir. Le chat, c'est un petit peu limite. Et si on dit que c'est la capacité à avoir une perception du monde et en lui associant des affects, des choses comme ça. Là, c'est pas très clair, mais je pense qu'on va pouvoir remonter probablement assez loin dans les bestioles, mais jusqu'où,
saura pas trop dire. Donc c'est vraiment une question de définition. On pense, il faudrait pas confondre effectivement cette définition de conscience et notre capacité technologique. Parce que ce qui nous différencie quand même considérablement de nos proches cousins que sont les singes, c'est notre incroyable développement technologique. Hein. Et puis la parole d'une certaine manière, même si les animaux ont maintenant, on le sait, chez certains animaux en tout cas, une forme de langage quand même relativement évoluée, même si le nôtre est beaucoup, beaucoup plus évolué. J'ai l'impression une différence importante entre l'homme et le reste des animaux qui reste, c'est la vocalisation. Effectivement, l'homme a une capacité de vocalisation absolument unique qui lui a permis de renforcer ses contacts avec l'extérieur et donc de développer des stratégies de groupe qui nous a permis un développement absolument considérable. Donc ça, oui, ça c'est une différence extrêmement importante. Pour les autres, je pense que ça devient de plus en plus flou, la limite entre l'homme et ses cousins. Oui, 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 c'est une question auquel on répond. D'ailleurs, il y a des différences, bien entendu, sexuelles dans le cerveau, de manière totalement moléculaire. Hein, c'est-à-dire, les femmes n'ont pas le même patrimoine génétique que les hommes du fait des différences chromosomiques. Et donc, il y a un certain nombre de protéines qui sont codées sur les chromosomes X, sur chromosomes Y, etc. Donc, il y a une différence moléculaire entre l'homme et la femme qui se retrouve au niveau du cerveau. Alors, c'est des différences qui sont très subtiles. Si elles sont moléculaires en termes de fonctionnement, elles sont assez subtiles. Et aujourd'hui, on ne sait pas bien analyser effectivement ce genre de choses. Il n'y a pas de différence d'intelligence au terme strict entre l'homme et la femme, pas à ma connaissance en tout cas, mais ceci, il y a des différences moléculaires et donc il ne serait pas absurde d'imaginer qu'il y a des différences en termes de fonctionnement. Il paraît qu'elles sont meilleures à l'école que les hommes. Mais il y a un article que j'essaye de retrouver, et au point que je finis par me demander si j'ai rêvé ou pas, un truc dans les années 2000, tu connais peut-être ça, qui montrait que, alors je crois que c'était chez les femelles, ça devait être des rats, et que chez les femelles, à chaque cycle menstruel, étaient renouvelées toutes les épines dendritiques. Ça te dit rien, ça? Et c'était dans un grand journal, hein, c'était pas un truc planqué. Oui. Alors je comprendrais qu'on ne fasse pas forcément énormément de publicité parce qu'on attribue beaucoup de rôles aux épines dendritiques et que ça ferait désordre, mais non, ça ne te dit rien? Ça ne me dit rien du tout, ça. Non. Bon, alors peut-être que je l'ai en cause. Non, non, c'était pas un 1er avril. Ouais, parce que notamment dans les ouvrages, ça a quand même évolué, heureusement. Des fois, dans certains livres, de vieux livres, on associe des fonctions plus facilement à fonctions cognitives, pas si vieux, ouais. L'homme se dirige mieux dans l'espace, les femmes sont plus minutieuses, il y a des choses vraiment. Alors, est-ce que c'est encore d'actualité? Et les chauffeurs de taxi ont probablement une meilleure orientation dans la ville que. Oui, voilà, parce qu'ils l'ont appris. Ça relève de la plasticité. Voilà, c'est ça. Donc il y a cette fameuse. Alors, c'est plus politiquement correct de parler des chauffeurs de taxi que de la différence homme-femme, donc on va en parler, parce qu'il y a des données très précises là-dessus. Il y a eu une étude il y a quelques années sur les chauffeurs de taxi londoniens et la taille d'une région de leur cerveau qui s'appelle l'hippocampe, qui est très impliquée dans l'orientation spatiale et le stockage de l'orientation spatiale, et donc de manière totalement scientifique, il a été mesuré que les chauffeurs de taxi londoniens avaient une taille d'hippocampe plus importante que les restes de leurs congénères, très certainement parce qu'il y avait plus d'épines dendritiques. Le nombre de neurones est le même, hein, mais il y avait plus d'épines dendritiques, plus de contacts, donc le volume de la région cérébrale était plus importante, et ça rejoint exactement ce qu'on disait tout à l'heure quand on parlait de faire travailler le cerveau comme un muscle. Donc les chauffeurs de taxi londoniens, il fallait autrefois qu'ils apprennent toutes ces trajectoires compliquées, donc ils avaient une taille d'hippocampe plus importante. Alors de manière très intéressante, il y a eu un nouvel article il y a peu de temps sur les chauffeurs de londoniens qui utilisent un GPS. Eh bien, ils ont perdu cet accroissement de la taille de leur hippocampe pour retrouver une taille d'hippocampe normale, puisqu'ils n'ont plus besoin de stocker toute cette... C'est très intéressant, ça veut dire que, est-ce que du fait d'aller sur Internet, par exemple, de dire maintenant quand je me pose une question, je vais directement chercher sur Internet,
est-ce que ça va jouer directement sur nos fonctions cognitives Ah bah, au certainement, même titre bien que sûr. maintenant je cherche plus à réfléchir entre guillemets pour me diriger, mais je vais suivre ce que dit le GPS. Moi, C'est la limite de la ouais, technologie. ouais. Je pense que ça va avoir un impact. Je pense qu'Internet, effectivement, va avoir un impact absolument considérable sur le développement de nos fonctions cognitives. Je ne sais pas si c'est un bien ou un mal. Ce qui est clair, c'est que ça libère l'esprit d'un certain nombre de contraintes. Donc, quelque part, si on pense positivement, on peut imaginer que ça va nous permettre d'accroître d'une certaine manière nos capacités de traitement d'autres types d'informations, puisque effectivement, enfin moi je suis le premier à l'expérimenter tout le temps, on n'a plus besoin de se rappeler de tas de choses, parce qu'on sait qu'avec 3 clics, on va aller retrouver l'information. On peut externaliser sa mémoire On en partie. externalise sa mémoire. Voilà. Mais pour développer d'autres zones, c'est ce que vous notamment Bah après, sur de développer ou pas, l'interprétation, hein, de si vous l'analyse, pouvez enfin, choisir de si on regarder, les sollicite. vous pouvez choisir de passer votre journée à regarder des séries à la télé, et probablement que vous ne développerez pas grand-chose, mais ceci dit, vous pouvez aussi utiliser ce temps libéré pour faire des choses plus intéressantes. Et donc, Et pour revenir aux différences entre les hommes et les femmes, c'est pas. Il y a des chances qu'il y ait au moins en grande partie justement le fait que les fonctions sociales étant éventuellement distribuées de façon distincte, l'attribution des moyens cognitifs soit adaptée à ces situations-là. De toute façon, c'est adaptable et on l'adapte comme la société, c'est ça. Ouais. En Oui. fonction de notre société. bah, ce qui est probablement difficile pour distinguer le fonctionnement du cerveau féminin et masculin, c'est de distinguer l'inné de l'acquis. Le poids de l'inné est certainement important, mais le poids de l'acquis il est considérablement plus, puisque dès tout petit, on vous habille en rose ou en bleu, suivant que vous êtes un garçon ou une fille, et donc ça a certainement un impact absolument considérable sur, pas seulement la couleur de l'habillement, mais tout le traitement auquel vous êtes sujet, suivant que vous êtes une fille ou un garçon, a certainement un impact très considérable sur le développement du cerveau. Et donc démêler après, quand on est chez l'adolescent ou l'adulte, qu'est-ce qui est d'origine génétique de ce qui est d'origine acquise est difficile.